Les super-héros au cinéma, c'est une histoire qui commence à durer depuis un petit moment. Si l'on peut comparer ça à une mode, comme l'a été le western spaghetti durant les années 70, depuis le début des années 2000, les aventures des justiciers en collant continuent d'attirer un public de plus en plus nombreux. Il n'est pas anodin alors de voir le genre s'exporter hors des grosses machines hollywoodiennes. Chaque pays y apportant sa propre vision en s'éloignant ou en s'inspirant du modèle américain. En 2021, ça y est, la France propose sa première grosse production super-héroïque, avec la sortie de Comment je suis devenu super-héros sur Netflix. Le film raconte comment, dans une France où les super-héros sont parfaitement intégrés à la société, la mise en vente d'une drogue capable de donner des pouvoirs à n'importe qui chamboule l'ordre commun. Au premier visionnage de la bande-annonce, le film attire autant qu'il fait peur, tant il est rare de voir la production française réussir ce genre de cinéma à grand divertissement. En même temps, il faut avouer qu'il est difficile de prendre au sérieux Benoît Poelvoorde avec un masque rouge. Néanmoins, si vous pensez que les super-héros n'ont pas leur place dans la culture française, détrompez-vous, et je vous invite à découvrir l'ouvrage de Xavier Fournier, Super-héros, une histoire française, dans lequel l'auteur montre à travers de nombreux exemples qu'il existe des super-héros dans la culture française depuis très longtemps, et qu'ils ne prennent pas forcément inspiration sur le modèle américain. D'ailleurs, et si je vous disais que Comment je suis devenu super-héros n'est pas le premier film de super-héros français? Quand l'ennemi est encore là, Black Snake se doit de continuer. S'il est sorti la même année que le Black Panther du MCU, Black Snake, la légende du serpent noir, trottait dans la tête de Thomas Njijol depuis un certain temps. Non sérieux, Superman, ça s'est foutu de notre gueule. Ce mec-là, il sauve des petites vieilles, il éteint des immeubles en feu. Mais Superman, quand il vole au-dessus de l'Afrique, il fait semblant de pas nous voir. Hein. L'histoire se déroule en Afrique, et on suit les aventures de Clotaire, un dandy incarné par l'humoriste, qui se voit conférer des pouvoirs après avoir été mordu par un serpent. Entraîné par l'esprit de son grand-père, maître de Kung Fu, il décide de protéger son pays contre les agissements d'Ézéchias, un dictateur sanguinaire. Dans la première partie du film, on retrouve des éléments clés d'Origin Story. Un homme ordinaire, dont le destin change après un événement surnaturel qui lui confère des pouvoirs, un désir de vengeance qui l'amènera, malgré lui, à protéger la veuve et l'orphelin, la découverte accidentelle du pouvoir, le test afin d'en déterminer les limites, la première mission où le héros apparaît dans une première version du costume un peu ridicule, et enfin la révélation du costume final, qui mènera vers un combat épique et musclé. Pourtant, malgré tout cela, Black Snake est une comédie avant d'être un film de super-héros. Et les raisons de ce choix justifié par Njijol sont questionnables. Une comédie, c'est pas quelque chose... je vais pas m'aventurer dans l'univers des Marvel ou quoi. Non mais d'une, on n'a pas les moyens, on n'a pas le savoir-faire. Et puis ceux qui veulent aller voir des Marvel, ils vont aller les voir, ils vont pas aller voir moi qui essaye de faire un Marvel. C'est pas du tout l'intérêt. Là, moi je sais qui je suis, je sais comment j'évolue, je sais la façon dont ce film doit être fait. Et c'est sûrement pas en voulant... faire un mimétisme de l'univers Marvel ou DC Comics ou quoi, c'est impossible. Pour citer Xavier Fournier à ce sujet, certains ne veulent y voir que du pastiche. On produirait des super-héros à la mode de chez nous, seulement parce que l'on voit qu'il en existe ailleurs. Nos super-héros ne seraient qu'une réaction, un contre-coup. Cette idée est construite sur une méconnaissance générale de l'histoire du genre. Aujourd'hui, la comédie n'est pas indissociable du film de super-héros, tant on la retrouve dans une grande partie des productions, notamment chez Marvel. En effet, dans la production française, on retrouve souvent l'usage de la comédie afin d'aborder le genre. Est-ce que Black Snake est une preuve que les super-héros français prennent de l'intérêt à travers la comédie? Petit cadeau d'au revoir. Black Prout. Salut les ringards. D'ailleurs, le film s'inspire énormément des OSS 117 avec Jean Dujardin, allant même jusqu'à parodier des éléments de films d'espionnage des années 70. Comme par exemple Ézéchias, l'antagoniste, qui n'est pas sans rappeler quelques méchants iconiques de James Bond. Mais le rapport avec les films de super-héros, eh bien il n'est pas forcément là. On retrouve quand même une dimension politique à travers le combat que mène Black Snake contre un dirigeant placé par le gouvernement français. Une manière pour Njijol d'aborder le sujet de la mainmise de l'Occident sur le continent africain. Il n'est pas rare que la politique vienne à un moment se mêler au conflit du super-héros, quand il n'en est pas lui-même l'instrument. D'ailleurs, au milieu du film, Black Snake devient l'égérie d'une propagande menée par le dictateur. À la fin du film, le héros décide d'aller parler devant une assemblée de dirigeants du monde afin d'appeler à la paix. Coïncidence?
avec la scène post-générique de Black Panther. Au final, si les super-héros fascinent autant le public, c'est parce qu'ils répondent à un désir de puissance. Le fait de partir d'un personnage ordinaire qui devient par la force des choses extraordinaire n'est pas anodin. C'est pour montrer que n'importe qui peut devenir un super-héros. C'est ce que fait Thomas N'Jijol en se mettant en scène lui-même dans son film. Par ailleurs, il répond à ce qu'il estime lui-même être un manque de super-héros africains dans la pop culture. C'est ça le pouvoir, et moi je l'ai. Il suffit d'un petit mouvement, un petit geste, et ça explose le monde. Complètement con, t'as de théorie, tu vas exploser le monde, tu vas vivre où? Si l'on en croit la logline de sa bande-annonce, le premier film de super-héros français, c'est Vincent n'a pas d'écailles. Dans ce film, on suit Vincent, un voyageur solitaire qui possède une force extraordinaire lorsqu'il est au contact de l'eau. Lors d'une de ses pérégrinations aquatiques, il rencontre Lucie, avec qui il finit par nouer une relation. Un jour, il décide de lui montrer ses super pouvoirs. À partir de là, la tranquillité du héros se voit peu à peu bouleversée, jusqu'à ce qu'un accident qu'il provoque se transforme en course-poursuite contre la police. Vincent n'a pas d'écailles est un film de super-héros qui prend place dans une dimension très intimiste du genre. Il y a peu d'effets spéciaux, et quand il y en a, ils sont essentiellement mécaniques, à base de cordes et de trampolines cachées dans le décor. Vincent a un pouvoir qui lui est bien identifié. Des adjuvants qui n'en ont pas, et des antagonistes, la police, qui le confrontent et l'empêchent de poursuivre sa quête de tranquillité. En revanche, le film ne place pas d'origin story. On ne sait pas d'où vient Vincent, ni comment il a obtenu ses pouvoirs. Et tout ceci se mêle dans un film qui est en grande partie muet. Les choses s'incarnent plus qu'elles ne s'expliquent. Quand il y a des dialogues, ils sont plus présents pour illustrer l'absurdité de l'extraordinaire. Ici, par exemple, tes pieds, il y a juste tes pieds de mouillés. Ça, la force, elle concerne juste la partie de là où c'est mouillé ou ça communique à tout? Si là, je te mouille la main, t'es surpuissant la main. Oui. Tout au long du film, l'auteur cherche à préserver un point de vue très humain, afin que son personnage ne devienne jamais une figure de cinéma. Vincent ne veut pas être un super-héros. Tout ce qu'il veut, c'est vivre tranquillement avec son super pouvoir et ne pas avoir à l'utiliser pour une quelconque quête. Si l'on prend le principe du voyage du héros de Joseph Campbell, Vincent serait resté bloqué au refus de la quête. Malgré tout cela, on retrouve quand même un code majeur du film de super-héros, la notion de responsabilité. Quand il ne s'en sert pas pour nager vite ou pour impressionner sa copine, le pouvoir de Vincent peut se révéler très dangereux. S'il essaye d'échapper à la police, c'est plus par peur que son pouvoir soit révélé au grand jour que par véritable sentiment de culpabilité. En ce sens, le titre est révélateur, le fait d'avoir choisi le prénom Vincent pour dénommer son personnage ne fait qu'accentuer sur ce côté Monsieur Tout-le-Monde. Et s'il n'a pas d'écailles, c'est pour montrer son côté humain, et le fait qu'il n'ait pas de costume de super-héros. Vendre Vincent n'a pas d'écailles comme le premier film de super-héros français n'était pas un choix de Thomas Salvador. L'auteur-réalisateur avait conscience de l'écho que son film allait résonner autour du genre, mais il s'est davantage concentré sur l'histoire de son personnage que sur un véritable concept de super-héros. La logline est donc un choix marketing plus qu'artistique, ce qui est dommage. Donc Vincent n'a pas d'écailles n'est toujours pas le premier film de super-héros français. Mais on va y arriver, et pour cela, il va falloir remonter jusqu'à l'époque du cinéma muet. Dans les années 1910, après 15 ans d'existence du cinématographe, la filiale Gaumont cherche un nouveau moyen de fidéliser ses spectateurs à travers des intrigues divisées en plusieurs films. Je vais pas continuer de parler comme ça. C'est ainsi que le feuilleton cinéma voit le jour. En s'exportant aux États-Unis, il donnera naissance aux serials, qui mèneront vers les séries télé que nous connaissons actuellement. Et oui, encore un art qui est né en France. Louis Feuillade, un réalisateur qui a le vent en poupe, qui a déjà collaboré à maintes reprises avec non moins que Alice Guy, est engagé pour créer le premier feuilleton cinéma. Il se dit alors qu'un moyen efficace de faire revenir le spectateur serait de mettre en scène des affaires criminelles à base d'énigmes et d'intrigues entremélangées. En 1913, il adapte en 5 épisodes les aventures de Fantomas, un génie du crime capable de se fondre sous de multiples personnalités. Le public adore et demande plus de criminels. En 1915, il remet ça avec Les Vampires, suivant les exploits d'un groupe de criminels dirigé par une certaine Irma Vep. Si le succès est au rendez-vous, les critiques commencent à fuser, notamment du côté du ministère de l'Intérieur, qui n'apprécie pas de voir les services de police ridiculisés par les protagonistes de Feuillade. De l'autre côté, c'est les journalistes et la société bourgeoise qui commencent à reprocher au réalisateur de faire l'apologie du crime. Feuillade décide alors de créer un nouveau personnage, cette fois aux intentions plus vertueuses. C'est ainsi qu'en 1916 naît
Judex, un mystérieux justicier caché sous un long manteau noir et un grand chapeau. On suit ses aventures à travers 12 épisodes d'une trentaine de minutes. Judex ou Jacques de Trémeuse est l'héritier d'une famille noble déchue suite aux méfaits d'un banquier véreux nommé Favreau. Après le suicide de son père, le jeune Jacques prête serment qu'un jour il vengera sa famille. Quelques années plus tard, Favreau reçoit une lettre d'un certain dénommé Judex, l'incitant à léguer la moitié de sa fortune aux bonnes œuvres. Évidemment, le banquier ne cède pas au chantage, ce qui ne laisse pas d'autre choix au justicier que de le capturer et l'enfermer dans une geôle de Château-Rouge, son repère secret. Pendant ce temps, un couple d'escrocs cherche à mettre la main sur la fortune du banquier, allant jusqu'à capturer Jacqueline, la fille de ce dernier. Cela provoque Judex qui décide finalement de voler à son secours. A l'inverse de Vincent et Blacksnake, Judex est un super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. Si on peut l'identifier en tant que tel, c'est grâce à son costume noir qui lui permet de se dissimuler dans l'ombre, quelques gadgets technologiques hautement avancés pour l'époque, et son repère secret dans les souterrains d'un château. Tiens, c'est marrant, ça commence à me rappeler quelque chose. Sa quête de justice s'incarne par le désir de venger la mort de son père. Le riche héritier qui veut venger la mort d'un parent, décidément. Il est intéressant de constater comment Feuillade, habitué à raconter des histoires de criminels, passe de l'autre côté en nous montrant un héros qui n'est pas non plus tout blanc. Il empoisonne Favreau, fait croire à tout le monde qu'il est mort, l'enterre, le déterre, et l'enferme dans une cellule de son château jusqu'à ce qu'il devienne complètement fou. Ce n'est pas vraiment un traitement digne d'un bon samaritain. Le désir de vengeance qui motive la quête du justicier est un thème récurrent chez les super-héros. C'est une manière de montrer que malgré l'idéal qu'il incarne, il reste avant tout un humain, avec ses faiblesses et ses limites qui, une fois dépassées, peuvent le faire craquer. Après une deuxième série nommée La Nouvelle Mission de Judex et un remake parlant en 1934, le héros signe son ultime adaptation en 1964 sous la direction de Georges Franju. Bon, le gars est plutôt connu dans le domaine du genre français, donc il est fort probable que je revienne sur lui dans une prochaine vidéo. Malgré quelques raccourcis, c'est sensiblement la même histoire. Et il est même impressionnant de voir comment le film réussit à condenser les 6 heures de l'œuvre originale en seulement 1h30. On oublie l'intrigue de vengeance. De même, on ne connaît ni les intentions ni les origines de ce Judex. Et pour un héros issu du cinéma muet, on ne l'entend pas beaucoup parler dans cette nouvelle adaptation, ce qui est très sûrement un hommage. Et tout ceci se mêle dans une atmosphère très mystérieuse, entretenant la mise en scène onirique de Georges Franju. A la base, le réalisateur souhaitait adapter Fantomas, mais il s'est fait retirer le projet lorsque les ayants droit ont jugé le scénario trop sombre, profitant ainsi à André Hunebelle, qui délivrera la comédie avec Louis de Funès et Jean Marais. Finalement, Georges Franju se console en mettant du Fantomas dans son adaptation de Judex, à travers le thème des masques et des identités multiples. Dans une scène de bal masqué, on retrouve Judex sous les traits d'un aigle royal, symbole de puissance, Favreau, le banquier rapace, sous un masque de vautour, et Jacqueline sous un masque de colombe, symbole de pureté. Masqués, les personnages deviennent des symboles plus que des identités. Et cet aspect se développe tout au long du film, où les personnages changent tour à tour de costume et d'identité afin de s'adapter aux différentes situations. C'est le cas du héros, mais aussi de Diana Monti, la criminelle, qui passe du costume de la sage institutrice à la religieuse pour finir dans une combinaison noire moulante et un masque lui permettant de s'infiltrer sur les toits, telle une femme-chat. La question de l'identité est une problématique au cœur du conflit du super-héros. Vient toujours un moment où il doit choisir entre la garder secrète ou la révéler au grand public. Dans Super-héros, une histoire française, Xavier Fournier attribue une origine intéressante à la notion d'identité secrète. En présentant le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas comme le potentiel super-héros originel, il nous plonge dans une époque empreinte à de nombreux changements de régime, passant de la monarchie à la Révolution, à l'Empire, au retour à la monarchie, etc., etc. Dans cet environnement, on peut être un jour puissant, proche du pouvoir, et tout perdre le lendemain en raison d'un changement de régime. Mais l'inverse est vrai, si l'on est considéré comme un moins que rien, on peut se refaire une nouvelle réputation tout aussi rapidement. De manière plus générale, on peut comprendre que si un héros doit changer de personnalité, c'est aussi pour s'adapter aux divers changements d'environnement qu'il va devoir subir. C'est sur ce modèle que sont construits les héros du début du siècle dernier, comme Arsène Lupin, Fantomas, mais aussi Judex. D'ailleurs, le noble déchu qui se venge en changeant de personnalité est une référence évidente au conte de Monte Cristo. Finalement, s'il n'est pas si facile de coller l'étiquette super-héros à Judex,
C'est parce qu'il est né à une époque où le terme n'existait tout simplement pas. On le voit arriver dans les années 30 avec des personnages de comics comme Mandrake le magicien, puis il est validé en 1938 avec la naissance de Superman. Cela ne vous aura pas échappé tout au long de mon analyse, mais certains aspects de l'intrigue de Judex ne sont pas sans rappeler l'univers de Batman. C'est parce que Judex a inspiré un autre personnage de comics, The Shadow, qui lui-même a inspiré Bill Finger et Bob Kane pour la création de l'homme chauve-souris. D'ailleurs, quand les comics The Shadow sont apparus en France, ils ont été renommés Judex, afin d'attirer les fans du héros français et de ne laisser aucun doute sur l'affiliation du personnage. De son côté, Xavier Fournier n'hésite pas à qualifier Judex de grand-père spirituel de Batman. Judex. C'est un mot latin qui signifie juge ou justicier. Je sais, merci. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai bien l'intention de continuer de vous parler de films de genre français un peu oubliés du grand public. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettre un commentaire et me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à soutenir le cinéma de genre français en allant voir les films qui sont actuellement en salle. Il y en a de très bons qui méritent d'être vus. En attendant, je vous dis à bientôt.